Bonjour à tous. Bienvenue à ce débat organisé par le magazine Décideur en partenariat avec l'agence de communication et d'influence GenG. Il sera question aujourd'hui d'engagement et d'engagement RSE des entreprises. L'éviction d'Emmanuel Faber de la direction du groupe Danone a mis en lumière les contradictions qui peuvent exister à vouloir concilier RSE et exigence de rentabilité. Comment les entreprises s'efforcent-elles aujourd'hui d'arbitrer entre ces paradoxes? 2 ans après après sa création par la loi Pacte, le statut d'entreprise à mission permet-il de résoudre cette contradiction entre ROI d'un côté et RSE de l'autre? Comment évaluer la réalisation des objectifs des entreprises à mission et quel doit être le rôle des actionnaires en la matière? Pour parler de ces sujets hautement d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Thomas Thévenoud, directeur des affaires publiques et corporate au sein de l'agence GNG, Fanny Picard, fondatrice du fonds d'investissement Alter Equity, et Emery Jacquilla, PDG de la CAMIF et président de la communauté des entreprises à mission. Bonjour à tous les Bonjour. trois et bienvenue. Bonjour. Bonjour Thomas, donc vous êtes ancien secrétaire d'État et député. Vous êtes aujourd'hui le directeur des affaires publiques et corporate au sein de l'agence de communication GNG. Quel regard portez-vous sur cette montée en puissance du cadre législatif qui explique aujourd'hui l'avènement des entreprises à mission? Ma conviction, c'est que quel que soit le cadre législatif et réglementaire existant, pour réussir une démarche RSE en entreprise, il faut mobiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise. Euh, la RSE, ça ne peut pas être une obligation. C'est forcément une coproduction. Alors évidemment, il y a le cadre que fixe la loi. Et la loi de référence, c'est la loi Pacte, qui a été votée en 2019 et qui crée le statut des entreprises à mission. Mais je crois qu'il faut s'interroger sur, et c'est le sujet de notre rencontre ce matin, sur la gouvernance la plus adaptée à une démarche RSE. Et moi, en préparant ce moment, j'ai réfléchi à un terme, la gouvernance inclusive. Il faut avoir une gouvernance inclusive. Ça veut dire quoi? Je vais insister sur 3 points. Premièrement, les salariés, parce que on a beaucoup parlé, au moment de l'éviction d'Emmanuel Faber, du conflit entre les actionnaires d'un côté et le dirigeant de l'autre, entre, vous l'avez dit, ROI et RSE. Mais ce qu'il faut surtout, c'est mobiliser l'ensemble des collaborateurs du groupe, de l'entreprise et des salariés. Et d'ailleurs, j'observe que maintenant, ça part de l'interne, c'est-à-dire des collectifs se créent au sein même des entreprises, autour de la machine à café, autour de la table de travail, pour mettre en œuvre des projets liés à la RSE. Dans une récente étude de l'ADEME, 55% des Français disent qu'ils font plus d'efforts à domicile qu'au travail en matière de gestes en faveur de l'environnement. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et je crois que c'est un moyen, la mobilisation des salariés, c'est un moyen aussi d'attirer de nouveaux talents, de les fédérer, de fidéliser et de tisser un lien entre les générations. Deuxième point, l'éthique. Il ne faut pas confondre l'éthique avec le droit et la compliance. Nous travaillons, par exemple, avec l'agence GNG, avec un réseau social français. Vous savez que la question de la diffusion des contenus sur Internet est une question d'actualité, de la responsabilité des diffuseurs de contenus. Nous avons proposé une charte d'éthique et un comité d'éthique à ce réseau social. Ce serait une première. Il faut donc se doter de principes. Mais il ne faut pas seulement écrire des chartes, il faut les évaluer. Donc il faut les comités de mission, c'est ce que prévoit le statut des entreprises à mission. Et il faut aussi que les fonds d'investissement prévoient dans leurs critères d'analyse financière des ratios, des indices liés à la RSE. Troisième point sur lequel je veux insister, le territoire. Une entreprise n'est jamais hors sol. Ce n'est pas seulement la rencontre du capital et du travail, c'est aussi une histoire, un savoir-faire local. Alors on pense évidemment aujourd'hui au circuit court qui rapproche en agriculture le producteur du consommateur, mais je veux vous donner un autre exemple. Occitanie Data, c'est un tiers de confiance qui a été créé par le Conseil régional d'Occitanie qui rassemble des acteurs publics, privés, des entreprises, des universités, des grandes boîtes et des PME pour partager, ouvrir la donnée et sécuriser et protéger la donnée. J'en profite pour insister sur l'échelon régional parce que je pense qu'aujourd'hui, le développement économique se fait essentiellement en région. Il faut sortir de cette idée que tout
se fait à Paris. Voilà, pour répondre à votre question, une gouvernance inclusive, une coproduction et donc la capacité à accompagner l'entreprise pour qu'elle élargisse finalement le cercle de confiance autour de son projet RSE. Merci beaucoup, Thomas. Bonjour, Emery. Alors, ça va être en écho à ce que vient de dire Thomas. Vous êtes à la tête de la CAMIF, entreprise à mission, spécialisée dans le commerce en ligne autour de l'aménagement local et durable de la maison, et aussi le président de la communauté des entreprises à mission. Depuis 4 ans, le jour du Black Friday, vous avez eu l'idée de marquer les esprits en fermant votre site de e-commerce. Quels sont les autres engagements que la CAMIF prend en matière de RSE aujourd'hui? Nos engagements, ils sont étroitement liés au projet d'entreprise à mission et un chemin qu'on a démarré en 2014 chez Camif, qui a été un levier de transformation pour nous. Et ils sont aujourd'hui inscrits dans nos statuts. On en a 5 qui sont liés à notre raison d'être. Le premier, c'est, vous l'avez dit, informer et sensibiliser sur la consommation responsable. Mm. Et une des actions emblématiques, et peut-être les pieds dans le plat qu'on a mis sur l'injonction contradictoire entre l'exigence du court terme et le long terme, ça a été notre premier boycott du Black Friday en 2017, quand on a fermé notre site pour faire passer le message qu'il y avait des alternatives positives et qu'il y avait peut-être un débat à mettre sur la table sur la surconsommation. Est-ce que c'est ça vraiment qu'on veut et c'est ça l'avenir, ou est-ce qu'on ne peut pas trouver des modèles de consommation plus responsables où on va consommer peut-être moins mais mieux? Vous l'avez qualifié de vendredi noir pour la planète. Bah oui, Ce Black Friday. c'est une sorte d'évidence pour nous, mais, Mm. mais pas encore pour tout le monde. Donc il faut faire passer le message. Notre fierté, c'est que l'année dernière, il y a eu 1000 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday, sans aller jusqu'à fermer leur site. Mm. Donc, et ça ne nous empêche pas, en 2020, de faire 44% de croissance. Donc on ne peut pas opposer finalement l'engagement sur des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et la performance. Deuxième objectif, c'est dynamiser l'emploi sur les territoires et favoriser l'insertion. Ça, c'est très concret, c'est dans le choix qu'on fait au quotidien, que font nos équipes au quotidien, de privilégier des fabricants français, locaux. On travaille aujourd'hui avec une centaine de fabricants qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires. Un des renoncements sur lequel on travaille et qui va être finalisé fin juin, c'est qu'on aura sorti du site tous les produits fabriqués en dehors d'Europe. Et on pourra annoncer fin juin que 100% de nos produits sont fabriqués en Europe, dont 78% en France. Ça veut dire renoncer à 5% de notre chiffre d'affaires, parce que ça représentait encore 5% de notre chiffre d'affaires l'année dernière. On est convaincu que c'est une bonne chose à faire, même si ça va nous priver du chiffre d'affaires, ça va nous priver de certains produits. Troisième engagement qui est clé, c'est faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous a mis en mouvement pour réinventer notre métier. Et on est en train d'opérer un pivot autour d'un passage d'un métier de distributeur à un métier d'éditeur, où on développe des produits co-conçus avec des experts d'économie circulaire, avec des fabricants français, avec des designers, pour imaginer des modèles qui vont vraiment créer une triple valeur économique pour nous, parce que ça nous protège et ça protège nos marges des grands concurrents et des grandes marketplaces sur Internet, ça protège les marges de nos producteurs, ça crée une valeur sociale et environnementale. Voilà, et donc on a 5 engagements, je ne vais pas tous vous les citer, parce que sinon on aura besoin d'une émission plus longue, et dont un qui est de transformer l'entreprise et de participer à la réinvention de notre filière. C'est pourquoi je m'investis aussi beaucoup, à titre personnel, dans la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a créée en 2018 pour accompagner les dirigeants qui veulent trouver un cadre et structurer leur démarche d'impact positif. Parce que moi, je crois que le concept de la RSE dont on entend parler depuis des années, il est un peu arrivé au bout, quoi. Et pour moi, la RSE, ça veut dire d'abord redonner du sens à l'entreprise. C'est ça la RSE. Aujourd'hui, on a tous besoin de sens et c'est ce qu'invite la loi Pacte à faire. Réfléchir à notre raison d'être. Ensuite, il faut traduire pour que cette raison d'être ait du sens et qu'elle ait vraiment un impact, cette raison d'être au cœur du projet de l'entreprise. Et c'est tout l'intérêt de la société à mission, de cette qualité qui est offerte par la loi Pacte aux dirigeants, pour traduire et dire quels sont les objectifs concrets, sociaux, sociétaux, environnementaux, auxquels ils vont vraiment contribuer, sur lesquels ils vont vraiment avoir de l'impact. Parce que la RSE, on peut répondre à plein de questions. Nous, on est labellisé Bicorp, par exemple, depuis 2015. C'est 200 questions. Alors, c'est très 360 degrés, mais finalement, il y a pas mal de choses qu'on fait qui n'ont pas un impact considérable. Les économies de papier de Camif, ça ne va pas changer le monde. Par contre, notre engagement sur la consommation responsable et le Made in France, oui. Voilà, donc la communauté d'entreprises émissions, elle offre ce cadre de partage entre pairs, parce que c'est un chemin qui est long, il faut le dire aussi. Ça prend du temps, cette transformation, elle prend du temps. Elle a besoin d'actionnaires patients, on en parlera avec Fanny tout à l'heure. Et ce nouveau modèle, qui est une vraie innovation dans le monde, il n'y a pas de loi équivalente à la qualité de société à mission qui offre aux dirigeants
une capacité à réfléchir à sa contribution au monde, la raison d'être, à la contribution avec des objectifs sociaux environnementaux, mais qui touche aussi le modèle de la gouvernance de l'entreprise avec le comité de mission. Et on le voit, on a sorti un observatoire des sociétés à mission. Toutes les sociétés à mission ont saisi cette opportunité pour intégrer leurs parties prenantes au cœur de la gouvernance de l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis après, il y a l'OTI qui va venir auditer la société à mission. Donc partager, continuer d'enrichir ce modèle qui est relativement récent et nouveau et le faire connaître parce qu'en fait, il est encore relativement peu connu sur les territoires, mais aussi globalement en Europe parce qu'on pense que le cadre de la société à mission, il est très puissant. C'est un outil formidable pour les dirigeants de transformation, c'est un outil stratégique, c'est un levier d'engagement, c'est un levier d'innovation, c'est un levier de performance et il mériterait d'être ce cadre du capitalisme européen pour bâtir ce capitalisme responsable à l'européenne par rapport aux Chinois et aux Américains. Alors, quand vous dites peu connu, il y a de plus en plus d'entreprises qui franchissent le pas. On est à combien à peu près aujourd'hui d'entreprises à Alors là, on est mission à en France? 180 sociétés à mission. On a sorti le dernier baromètre D'accord. des sociétés à mission la semaine dernière. Mhm. C'est une très forte dynamique. C'est plus de 2 fois plus que fin 2020. On était 88. Malgré un contexte de crise où on aurait pu dire les entreprises vont se mettre en pause parce qu'il y Ou a au des sujets contraire, Mais en fait, mhm, on a constaté qu'il y a eu deux effets accélérateurs. Et évidemment, il y a eu la loi Pacte, parce que là, tout le monde s'est dit, mhm, ah ben mhm. si la loi est, est déjà là et que moi, j'y suis pas encore, j'ai peut-être un petit peu de travail à faire. Il y a une pression aujourd'hui considérable des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs, mais aussi de la finance sur l'engagement des entreprises. Mm. On a besoin d'entreprises engagées. Pourquoi? Pour relever les grands défis qui sont devant nous, qui sont des défis sociaux, environnementaux uniques et majeurs, mais aussi parce que l'entreprise qui s'engage, c'est l'entreprise qui réussit. Mm. Les renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. Et seules les entreprises qui seront capables demain de prouver leur utilité pour la société résisteront et seront encore là. Bah, selon une étude de Merrill Lynch qui date de mars 2020, cette étude a constaté que les entreprises les plus sociales surperforment de 5 à 10 points en bourse. Donc l'ESG n'est juste pas là pour faire joli. Fanny, du coup, je vais vous donner la parole. Bonjour, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Alors, il y a de plus en plus d'entreprises qui embrassent le statut d'entreprise à mission, mais le chemin est encore long, comme vous l'avez dit, Emery, pour faire évoluer les mentalités et surtout considérer que le temps long est un gage de performance à long terme. Alors Fanny, vous avez été la première à parler d'investissement à impact. Donc vous êtes à la tête du fonds Alter Equity. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qui est Alter Equity et ce que vous faites, quels critères vous regardez en priorité avant d'investir? Avec grand plaisir. En introduction, je voudrais féliciter, saluer nos deux précédents intervenants. Bravo Thomas pour votre réflexion sur la gouvernance inclusive et toute cette réflexion sur la responsabilité avec laquelle vous avez introduit cet échange. Et chapeau bas à Emery qui, avec le travail qu'il conduit à la CAMIF et la création de la communauté des entreprises à mission, contribue, je pense, de façon déterminante au progrès de la réflexion et de l'action dans ce pays vers des entreprises plus responsables. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et avec vous, bien sûr, Anne-Sophie. Merci. Qu'est-ce que nous faisons chez Alter Equity? Nous avons été le premier fonds d'investissement en France dans le non-coté, cherchant à utiliser l'investissement pour soutenir l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale, pour préparer, en soutenant des entreprises vertueuses, une société plus durable, plus inclusive, plus généreuse. Concrètement, nous investissons dans des entreprises qui, par leur activité, sont utiles aux personnes, d'une part, ou à l'environnement. Ce que nous appelons activité impact positif pour les personnes, ce sont les métiers de l'éducation, de la culture, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des services aux personnes fragiles, de l'intégration dans la société et dans l'emploi, et de la transition vers une société plus durable, plus responsable, plus généreuse. Et nous nous intéressons également aux métiers impact positif sur l'environnement, et là, avec l'ambition de soutenir des entreprises qui forment des solutions aux grands enjeux environnementaux contemporains, le dérèglement climatique, l'épuisement de la biodiversité, l'épuisement des ressources et les questions de qualité de l'eau, de l'air, des sols, voire même l'accès à l'eau, qui est moins présent en France et en Europe, mais qui est majeur à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est le premier niveau de critère, activité à impact positif pour les personnes ou l'environnement. Et puis,
nous avons également été le premier fonds dans le non coté en France à exiger, pour investir, que l'entreprise s'engage à progresser dans ses pratiques de gestion vers plus de responsabilité sociale et environnementale. L'idée, c'est très bien si vous produisez je ne vais pas prendre l'exemple des meubles. Vous commercialisez des panneaux photovoltaïques, donc vous aidez à la transition énergétique, mais vous maltraitez vos salariés, vous polluez par ailleurs. Donc là, l'idée, c'est comme l'ambition est de soutenir l'intérêt général par l'investissement, eh bien nous nous intéressons non seulement à l'activité, mais aussi au fait que par ses comportements, l'entreprise soit utile. J'aime beaucoup ce mot que vous avez utilisé tous les deux, d'utilité à la société. Et donc nous lui demandons d'adopter un plan d'action en termes de RSE de 10 à 15 critères. Et pour cela, d'ailleurs, comme au moment où nous avons commencé à mettre en place ce dispositif, il n'existait aucun standard, et il n'existe toujours pas, nous avons fabriqué un standard et aujourd'hui nous avons une grille de 100 critères dans laquelle l'entrepreneur, l'entrepreneuse, les entrepreneurs doivent choisir 10 à 15 critères sur lesquels donc ils vont progresser pendant la période pendant laquelle nous serons investisseurs à leur capital. Le tout en recherchant un rendement pour nos souscripteurs, un rendement de marché. Ça n'était pas forcément l'idée de départ, mais il a fallu attirer les investisseurs à un moment où ils n'étaient pas encore prêts à soutenir ce type de projet. Et ce faisant, nous nous sommes rendus compte que ça avait un impact absolument colossal et peut-être un des plus grands impacts que nous avons avec notre fonds Alter Equity, qui est de contribuer à notre mesure à démontrer, comme vous l'évoquiez Anne-Sophie tout à l'heure, qu'il est tout à fait possible d'être à la fois rentable et responsable et qu'il faut arrêter d'opposer ces deux dimensions. Et c'est majeur parce que lorsque nous avons levé notre premier fonds, l'intégralité de nos interlocuteurs, des investisseurs, nous disaient « Ah, écoutez, bravo, c'est magnifique ce projet de soutenir des entreprises plus vertueuses, mais puisque vous cherchez à être responsable, vous serez moins rentable. Et nous, investisseurs, nous avons besoin de ce rendement, et c'est vrai. Et donc, on ne va pas pouvoir investir chez vous. » Et il a été très, très difficile de convaincre de l'idée que non, être responsable ne veut pas dire être moins rentable. Et même, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, en tout cas dans un assez grand nombre de cas, c'est l'inverse. Voilà, alors, dans ce plan d'action extra-financier, aujourd'hui, nous avons 3 critères obligatoires. On a été le premier fonds à rendre obligatoire que toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons ouvrent leur capital à tous leurs salariés. Vous voyez, l'inclusion, en tout cas à la plus-value. C'est vraiment l'idée du partage de valeur avec tous. C'est assez fréquent dans ce qu'on appelle le private equity, l'investissement dans des entreprises non cotées, d'associer les dirigeants des participations à la plus-value de l'actionnaire, mais à l'ensemble des salariés, ça n'avait pas été fait à notre connaissance. Nous avons également été le premier fonds à rendre obligatoire pour toutes nos participations de procéder à un bilan carbone, parce que pour nous, le bilan carbone, c'est la première étape d'une politique de décarbonation dont on a évidemment immensément besoin aujourd'hui. Et nous avions déjà, avec notre premier fonds, conditionné l'accès pour les dirigeants à la partie variable de leur rémunération au respect de ce plan d'action en termes de RSE. Voilà, on a investi dans 12 entreprises avec notre premier fonds, 6 avec le deuxième. Nous sommes une petite équipe de 8 personnes, mais qui grandit rapidement. Quel est le profil de ces entreprises, du coup, de tout secteur vous auriez un exemple à nous expliquer ce matin? Elles ont un chiffre d'affaires théoriquement d'au moins 800 000 euros, mais dans l'ensemble, aujourd'hui, elles ont des chiffres d'affaires, comme elles connaissent une croissance très rapide, entre 3 et 50 millions d'euros à peu près. Elles sont françaises pour le moment. Nous avons le droit d'investir à l'étranger, mais pour le moment, nous n'avons investi que dans des entreprises françaises, en très forte croissance. La croissance moyenne des entreprises du portefeuille en 2020 de notre deuxième fonds, c'est 95%. Elles s'inscrivent dans les secteurs que j'évoquais tout à l'heure, dont d'ailleurs il est intéressant de préciser qu'aujourd'hui ces secteurs recoupent complètement les objectifs du développement durable de l'ONU, qui n'existaient pas au moment où nous les avons définis, mais qui les recoupent parfaitement. Alors Fanny, je peux peut-être vous donner un ou deux exemples. Allez-y. Oui, formidable. Plaisir. Alors malheureusement nous n'avons pas investi dans la CAMIF, mais peut-être qu'un jour ce sera possible, je ne sais pas. Nous avons investi dans une entreprise qui s'appelle Murphy, qui répare le gros électroménager tombé en panne et qui n'est plus sous garantie.
pour éviter que vous ne rachetiez une machine à laver, un four, un frigidaire neuf, alors qu'on peut le réparer pour 85 €, quel que soit le nombre de fois où il faut venir chez vous. Bien sûr, vous payez quand même les pièces détachées en plus. Et si le réparateur n'arrive pas à le réparer, il vous propose une machine reconditionnée, et les 85 € que vous avez payés viennent en déduction du prix que vous avez déjà versé. Donc un impact sur l'environnement, puisque ça évite d'utiliser de nouvelles matières pour fabriquer votre nouvelle machine, et puis ça évite aussi tous les transports de ces machines. Et en parallèle de ça, un impact social, puisque les réparateurs sont salariés, ils ne sont pas ubérisés, comme c'est le cas souvent maintenant dans ces métiers de la réparation. Je suis intéressable sur nos participations, donc je peux vous en donner d'autres. On a investi dans une société... Ah oui, on est sur des secteurs, tout ça c'est différent. Nous avons investi dans une société qui s'appelle Kipli, qui commercialise des matelas en latex bio, ce qui a l'avantage de ne pas inclure de produits dérivés du pétrole. Dans les matelas traditionnels, à l'exception des matelas qui sont 100% laine, il y a des mousses qui sont en polyuréthane, c'est-à-dire un dérivé de pétrole. Et dans un très grand nombre de cas, ces mousses sont porteuses de perturbateurs endocriniens. Et dans un certain nombre de cas, inférieurs bien heureusement, il y a des composés organiques volatiles cancérigènes. Alors quand vous dormez sur du latex bio, eh bien vous ne courez aucun risque. Et surtout quand vos enfants dorment sur du latex bio, ils ne courent aucun risque, alors que les matelas conventionnels sont porteurs de risques pour la santé. Donc un double impact là aussi, environnemental et social. On a investi dans une plateforme de financement qui s'appelle Mimosa, crowdfunding pour du prêt ou du don, qui permet de financer la transition au bio d'agriculteurs, la production par des agriculteurs d'énergie 100% renouvelable, et des petites entreprises agroalimentaires durables. Quand on a préparé, Fanny, cet entretien, on a parlé aussi d'une dimension importante, quand on parle d'entreprise à mission aussi, c'est le fait que le PDG, donc le dirigeant, incarne véritablement le projet, la RSE. Vous êtes attentif aussi au sein du fonds à la personnalité. Est-ce que les critères ont un petit peu changé? Est-ce que c'est compliqué justement aujourd'hui pour les dirigeants d'incarner ce message-là? La plupart du temps, nous avons des dirigeants qui sont totalement portés par cette intention. Je veux dire, la plupart des dirigeants que nous rencontrons, et tous ceux que nous sélectionnons, ils sont portés par cette envie de contribuer au bien commun, servir l'intérêt général, par leur projet entrepreneurial. Et donc, je dirais que globalement, mais comme Emery, c'est difficile d'avoir le talent d'Emery, mais enfin, ils incarnent vraiment leur projet, oui. Est-ce que je peux vous demander votre lecture, vous qui avez travaillé, Fanny, quelques années chez Danone, votre lecture de l'éviction d'Emmanuel Faber, qui incarnait justement vraiment ce projet RSE, donc son éviction par le conseil d'administration? Je crois qu'en tout cas, Emmanuel Faber, que je connais bien parce qu'effectivement c'est lui qui m'a recrutée chez Danone et j'ai été une de ses 2 principales collaboratrices pendant plusieurs années, a eu un rôle historique, je pense, en étant le premier dirigeant d'une entreprise du CAC 40 à porter ce message de responsabilité, et donc à le crédibiliser à un moment, comme je l'évoquais tout à l'heure, où les acteurs des mondes financiers et les dirigeants de grands groupes portaient peu ou ne portaient pas encore ce message. Moi, je suis restée en retrait des commentaires sur la situation. Je trouve délicat de la commenter, a fortiori pour moi qui la connais bien. Et là, ces derniers temps, on m'a beaucoup dit que cette éviction d'Emmanuel conduit à remettre en cause chez certains cette idée de la compatibilité du rendement et de la responsabilité. Alors, j'ai un petit peu décidé de sortir de cette réserve, et je voudrais dire que je pense que ça n'est absolument pas le problème qui s'est posé chez Danone, et qu'il faut arrêter de confondre les problèmes. Il s'est posé chez Danone un problème de gouvernance. Le conseil d'administration avait demandé à Emmanuel, avait décidé la dissociation des rôles de président et de directeur général.
Il s'est passé des choses qui ont fait que le Conseil a eu le sentiment que cette décision n'allait pas être mise en œuvre. Il en a tiré les conséquences et il a demandé à Emmanuel Faber de partir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un crash test des entreprises à mission. Ça n'est pas du tout Ce un qui- crash. Ça n'a rien à voir avec un crash test des entreprises à mission. C'est un pur sujet de gouvernance et de relation entre un conseil et son président. Et d'ailleurs, alors c'est à la suite de l'intervention d'activistes dont il faut rappeler qu'au moins un avait voté l'adoption du statut d'entreprise à mission. Donc ça n'était pas ce qui était contesté. Il y avait un sujet de performance de Danone, notamment par comparaison avec ses pairs, on ne peut pas le nier, mais ce sujet de performance n'avait rien à voir avec la question d'entreprise à mission. Rien. J'ajouterais même, Oui, si je peux allez-y, me Emery, je vous permettre, en que prie. c'est une preuve de la résilience de la qualité de société à mission qui a survécu au départ d'un dirigeant. Et pas du moindre, parce que c'est grâce à Emmanuel que Danone est devenu société à mission. Le projet a quand même été voté par 99,4% des actionnaires en juin. Et dès l'éviction d'Emmanuel Faber, le nouveau président Gilles Schnebbe a envoyé un courrier à tous les actionnaires et à tous les collaborateurs pour dire son attachement au projet de société à mission. Donc on pourra juger de la qualité de la société à mission chez Danone, donc de sa capacité à transformer le modèle Danone dans quelques années. Donc laissons du temps long. Et moi, je suis d'accord avec Fadi, je me garderai bien de juger à chaud cette affaire. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Alors, on a reçu des questions. Alors, la première, je vais vous la poser, Emery. 180 entreprises à mission sur 150 000 entreprises en France, donc PME, ETI. Pourquoi si peu s'engagent? Alors, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, hein. C'est une démarche qui prend entre 6 mois et 24 mois. Chez Camif, on a même mis presque 3 ans. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas efficace, mais c'est parce que ce sont des démarches très collaboratives qui nécessitent d'aller interroger toutes les parties prenantes de l'entreprise. Alors, pour oublier aucune, on peut utiliser l'acronyme de la Camif, les clients, le C, le A, les actionnaires, le M, le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, et le F, les fournisseurs. Quand vous avez fait déjà recueilli toute la matière et puis que vous les avez engagés dans la réflexion de quelle serait la contribution de l'entreprise, pourquoi elle existe, à quoi elle sert, et que vous avez fait des échanges pour que ça soit juste, parce que cette raison d'être et ces objectifs de mission, ils vont être inscrits dans les statuts, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner l'entreprise sur la longue durée, ça va servir de boussole, etc. Ça prend du temps. Donc là, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, c'est déjà beaucoup, je peux vous dire, parce que les statuts qui ont pu exister dans d'autres pays, aux États-Unis, les Benefit Corporation, ils ont mis 10 ans pour atteindre ce chiffre-là. Et en plus, dans un contexte qui n'est quand même pas facile, hein, le contexte de crise de la Covid, où il y a quand même beaucoup de sujets de très court terme qu'il faut aussi gérer. Donc, et ça n'a pas été ralenti, ni par la crise de la Covid, ni par l'éviction d'Emmanuel Faber. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et la dynamique est très forte. Donc je suis assez confiant que d'ici 2-3 ans, on aura à peu près 10 000 sociétés à mission en France. Et l'objectif, c'est que ça pousse au niveau européen parce que je suis convaincu que c'est un excellent modèle en fait. Alors, on a une autre question sur l'organisme qui réalise les audits des entreprises à mission. Comment ça se passe? Alors, ce sont C'est des quoi? organismes tiers indépendants, hein, les Mhm. OTI, qui vont venir dans les entreprises pour auditer la mission de l'entreprise. Donc, ils ne pourront pas s'appuyer sur des référentiels existants, ils devront s'appuyer sur les référentiels développés par les entreprises elles-mêmes sur leurs objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux qui sont singuliers à chaque entreprise, par définition. Donc, ils vont s'appuyer sur quoi? Sur d'abord les travaux du comité de mission, parce que c'est le rôle premier du comité de mission que de pouvoir évaluer aussi chaque année l'engagement de l'entreprise, les moyens qui sont mis, les ressources qui sont mis et les objectifs qu'elle atteint ou pas, et de faire des recommandations. Donc l'OTI va venir dans l'entreprise, faire un travail d'audit en s'appuyant sur le rapport du comité de mission et en faisant les interviews et les investigations qu'ils jugeront nécessaires de faire. Les premiers audits, ils démarrent en ce moment. Ce sont des audits à blanc parce que les OTI ne sont pas encore officiellement accrédités par la COFRAC, mais ça va bientôt venir. Et les premières sociétés à mission sont apparues l'année dernière, donc on a encore, en moyenne, c'est entre 2 et 3 ans pour faire le premier audit de mission. Donc il y a encore un peu de chemin avant de pouvoir faire un peu le bilan de ce premier cycle. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans la société à mission, c'est que vous vous inscrivez dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que votre mission, elle est déclinée dans votre feuille de route opérationnelle, dans des objectifs opérationnels. Je dirais, les dirigeants s'en saisissent, suivent ça. Ensuite, il y a le comité de mission qui fait des recommandations. Et tous les 2 ans, on a l'OTI qui vient un peu sanctionner. C'est qui va regarder, en gros,
niveau les objectifs de mission, leur sincérité, leur niveau d'ambition. Puis ensuite, il va regarder quels sont les moyens et les résultats voilà, atteints par l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas à la hauteur, elle peut perdre cette qualité de société à mission. C'est le pouvoir qu'a l'OTI. Mhm. Et puis, inversement, si elle l'est, l'OTI pourra quand même définir un certain nombre de points d'attention ou de points sur lesquels il faut que l'entreprise travaille. Et puis, dans 2 ans plus tard, il y aura à nouveau un audit. Donc, on est dans cette démarche d'amélioration continue, ce qui est extrêmement intéressant parce que personne n'est parfait et le chemin n'est jamais fini. Oui, C'est Thomas, vous voulez c'est pour réagir? ça, oui, je voulais réagir parce que c'est pour ça que pour réussir une entreprise à mission, elle doit avoir conscience du temps long. Vous avez insisté beaucoup, Emery, là-dessus. Je pense que c'est important de dire qu'une entreprise à mission doit être en effet incarnée par son dirigeant. Emmanuel Faber incarnait Danone, mais pas seulement. Elle doit mobiliser encore une fois toutes les parties prenantes et puis avoir conscience qu'elle est là pour durer. D'où l'importance des générations. Je veux insister là-dessus parce que je pense qu'on est dans un moment, dans un tournant où parfois pourrait apparaître une césure ou même un conflit de génération. Nous appelons Gen G, la génération de toutes les générations. C'est pas les X, les Y ou bientôt les Z. Il faut essayer de tisser du lien pour transmettre des valeurs. Et c'est aussi à ça que doit servir une entreprise à mission, redonner du temps et de la perspective à l'entreprise, renouer avec son territoire, renouer avec ses acteurs publics et privés, ses clients, ses fournisseurs, et faire en sorte que justement les nouveaux talents qui émergent, qui arrivent, qui rentrent dans l'entreprise, qui cherchent du sens. Hein, vous l'avez dit, les nouvelles générations, elles ont besoin de sens dans l'entreprise, trouvent leur place et qu'on les fidélise. Et je pense que l'entreprise à mission peut aussi servir à ça. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Emery, et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et à très bientôt sur cette chaîne du magazine Décideur. Bonne journée.